bien ce soir. Ça va? Ok? D'accord. Donc, en tout cas, moi, ça me fait plaisir, comme je disais, de voir autant de monde à un événement digital. Bon, c'est vrai que celui-là est orienté intelligence artificielle, donc c'est vrai que ça impacte et ça touche beaucoup plus de personnes au niveau de la population. Donc, encore une fois, merci pour ça. Ce soir, on va effectivement prendre un axe particulier qui est l'intelligence artificielle générative. Donc, c'est un petit ensemble, on va dire, de l'intelligence artificielle globale, générale. Et en plus, dans cette intelligence artificielle générative, on va prendre un sujet qui est celui du chatbot. Mais ça nous a paru intéressant pour plusieurs choses. La première, c'est que je pense que tout le monde sait de quoi il s'agit. Un chatbot, c'est le petit robot que vous avez déjà vu, en fait, vous avez déjà vu sur les sites, et qui est conversationnel. Et des fois, c'est plutôt bien fait, des fois, c'est moins bien fait, des fois, il y a de vrais êtres humains derrière, d'autres fois, ce ne sont pas des êtres humains, et c'est un peu limité. Donc voilà, l'idée, c'est que tout le monde sait de quoi on parle, et effectivement, là, on va mettre une petite couche d'intelligence artificielle dessus et de voir en fait un petit peu un cas d'usage. Et typiquement, c'est déjà un retour d'un prototype de test que l'on a fait avec l'Académie de Martinique, qui est représenté ce soir par Madame Malher, qui va se présenter tout à l'heure. Et ça me fait d'autant plus plaisir parce que voilà, on est sur un sujet local, sur l'intelligence artificielle et sur un organisme en fait public. Donc voilà, tout ça mélangé, ça permet effectivement de lever des sujets de sécurité, accès aux données, RGPD, qu'est-ce que l'IA fait derrière, comment en fait on arrive en fait à cadrer les choses pour que le jeu de données soit entre guillemets privé et ne pas être divulgué sur le grand internet comme on connaît. Donc voilà, je laisse en fait, on a normalement une animatrice de dingue, Madame Carole Coat, qui va animer un petit peu notre table ronde, qui se veut, voilà, dans l'échange en fait, entre nous, on va discuter autour justement de ce projet et on va enchaîner avec des questions et ensuite un témoignage, en fait, un premier retour en fait, entre guillemets clients, pour voir un petit peu comment ça se passe, parce qu'on est toujours en fait dans le projet, c'est pour ça que c'est aussi particulier, on est vraiment dans la phase de test, on a sorti le prototype, comment les choses, je vois que tout le monde dit des choses assez. Merci à Manuel qui a lancé le sujet là sur LinkedIn, j'ai dit mais non, il faut qu'on fasse un petit event déjà, retour d'expérience. Et puis en fait, on va passer là normalement sur la phase run, la phase en fait développement en fait justement applicatif sur mesure pour pouvoir mettre en place l'ensemble des fonctionnalités. Donc je parle peut-être beaucoup, trop. Madame Carole Coat, allez-y. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bien Roland, le Big Boss, il a dit beaucoup de choses. Il a très très bien introduit cette radio ronde. Autour du chatbot IA, qui est un projet, le nouveau bébé de l'ASTI, et qu'on a un peu présenté. Donc, déjà, je viens de me présenter. Donc, je suis Carole Coat, consultante qualité, sécurité, environnement, et ce projet pour les missions de déploiement à l'ASTI. Et aujourd'hui, j'aurai l'honneur et le grand plaisir d'animer cette période. Alors, au sommaire de ce soir, donc on commence par la table ronde, bien sûr, avec les définitions, les réflexions autour de l'IA, la présentation du chatbot, une petite démonstration des échanges avec vous, très cher public, j'espère que vous serez bavards. Et puis, on va interviewer nos clients, remettre les choses en contexte, voir un peu comment est-ce qu'ils ont vécu la mission, comment ils s'est vu le projet. Et par la suite, la partie que nous apprendrons tous, monsieur, je t'appelle que c'est pour ça que nous devons décasser, la partie Dynamics. On vit du bas. Alors, pour cette table ronde, on a avec nous le Big Boss qu'on ne présente plus, Roland Rateur. Je me suis déjà présenté. Donc, alors, oui, je suis dirigeant en fait, de la société NASDI, donc directeur associé aujourd'hui, puisque je suis associé avec monsieur Éric Belrose. On a fait une fusion de deux sociétés qui faisaient du développement en fait, applicatif sur mesure pour justement essayer d'arriver à travailler ensemble. Beaucoup, enfin, sur notre territoire, on dit que ce n'est pas forcément possible. J'aime bien en fait, essayer de le démontrer. Et donc, voilà, d'arriver en force, d'être plus gros, d'aller sur des plus gros marchés. De tout temps, on a toujours été sur des technos un peu innovantes, des fois trop rapidement. On n'est pas dans le time to market, comme on dit. Mais voilà, aujourd'hui, NASDI, avec cette fusion, c'est une équipe de 10 personnes. On est sur plusieurs territoires. On axe nos développements applicatifs sur mesure à présent sur un ERP
qui s'appelle Odoo, et donc qui est open source et qui nous permet en fait de maximiser nos développements. Et on a mis en place une méthodologie, on va peut-être présenter au cours de la table ronde, mais qui permet effectivement d'être encore plus efficace dans la mise en place et dans le déploiement en fait d'applications. Donc voilà. Super. Nous sommes avec monsieur Steven Dervieux. Test 2, test 2. Ok. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Steven Euterville. Je suis développeur donc, chez Nasdi depuis maintenant 2 ans. Et j'ai donc travaillé sur le projet que nous présenterons à peu près aujourd'hui. Et monsieur Médric Lewis. Donc, bonsoir à tous. Donc, je suis Médric Lewis, je suis consultant indépendant donc, au sein de Nasdi. J'accompagne les entreprises dans leurs projets de transformation numérique sur plusieurs volets, ERP, automatisation, etc. Voilà. Alors, nous sommes présentés, mais vous, très cher public, qui avons-nous en face de nous? Est-ce que vous êtes familier de la question d'intelligence artificielle? Est-ce que ce sont des choses que vous utilisez? Si vous voulez lever la main. À quelle fréquence? Mensuelle? Hebdomadaire? Quotidienne? Qui n'utilise pas du tout? Et donc, c'est par curiosité pour voir quelles sont les applications possibles, c'est ça? Très bien, on va tenter d'y répondre. Alors, déjà, qu'est-ce qu'il y a, messieurs, selon vous? Alors, si vous voulez, j'ai Laos. D'après Laos, c'est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Ça vous parle? Ça correspond totalement à ce que vous avez vu? Oui, effectivement. Donc, l'IA est apparu il y a maintenant quelques années de ça. On voit que ça prend une ampleur phénoménale là, ces dernières années. Et donc on parle de plus en plus d'IA. Effectivement, on voit que l'intelligence artificielle est capable de simuler un raisonnement humain, comprendre l'intention d'un utilisateur. Et tous ces facteurs, effectivement, font qu'aujourd'hui, l'IA vient, entre guillemets, concurrencer, on va dire, le raisonnement humain. Pourquoi est-ce qu'on parle d'IA générative? Alors, génératif, comme je l'ai pu expliquer tout à l'heure, c'est le côté vraiment conversationnel. C'est ce qui a été bluffant en fait avec OpenAI en 2022, novembre 2022, c'est qu'on avait vraiment l'impression de discuter avec un être humain. Et ce côté en fait conversationnel est issu effectivement de l'intelligence artificielle dite générative. Ok. Si on dérive un petit peu sur si on va vers le projet du chatbot, c'est pas le premier chatbot. On voit qu'il y a d'autres chatbots qui existent avec d'anciennes technologies. Quel est le caractère innovant en fait de ce chatbot? Le côté oui. Alors typiquement le côté en fait le plus innovant, c'est le côté classique des chatbots fonctionne beaucoup sur des arbres décisionnels. Donc en fait historiquement on prenait énormément de temps, surtout en fonction de l'organisme, à établir, à définir cet arbre décisionnel. Genre j'ai une question, l'usager, l'internaute me pose une question, qu'est-ce que je réponds? Réponds A, réponse B, il a répondu B, qu'est-ce que je dois en fait lui dire, etc. Donc ça faisait des arbres monstrueux et c'était assez compliqué à mettre en place et en plus le résultat n'était pas forcément qualitatif. Ouais, qualitatif, exactement. Exact. Et, vas-y. Ok. Donc oui, je voulais dire par rapport à ça, effectivement, j'ai un très bon exemple puisque j'ai eu l'occasion de mettre en place un chatbot il y a maintenant 6-7 ans sur arbre décisionnel. C'est un projet qui a pris bien 9 mois à designer. On a pris du temps à tout écrire, tout l'arbre décisionnel. C'est beaucoup d'ateliers.
avec les utilisateurs, mais aussi le personnel qui apporte les réponses. Et donc, du coup, il faut identifier les questions les plus pertinentes qui doivent être traitées par ce chatbot. Il faut définir les réponses. Et tout ça, effectivement, ça prend énormément de temps. Et étant donné que ce chatbot fournit des réponses très précises et les mêmes réponses, si du coup une question sort du cadre qui a été défini, la réponse, il n'y aura pas de réponse. Et donc le chatbot ne traitera pas l'information. Et voilà, donc ça montre en tout cas le côté, en tout cas le chatbot, ce qu'on appelle le chatbot classique. Le chatbot classique. Et donc là, grâce à cette technologie, vous avez été en mesure, parce que là, c'est un projet qui a pris très peu de temps en réalité. Donc on n'est pas encore à l'aboutissement, mais... C'est ça, on termine la première phase en fait. C'est vraiment cette partie étude d'opportunité mise en place par un POC, ce qu'on appelle le Proof of Concept, pour vraiment valider les premières hypothèses. Et donc typiquement, je me souviens de ça, c'était avec le DSI en fait au début du projet, c'était de ne pas être déçu justement dans le fait que le chatbot ne puisse pas répondre à une question. Et donc ça a pris en fait la première phase a pris beaucoup moins de temps, on est sur 1 mois d'implémentation. Et on a quand même un résultat en fait assez justement bluffant grâce à l'intelligence artificielle générative. Parce qu'on a quand même un moteur conversationnel qui fait plutôt bien le job. Alors, le projet est précisé un chatbot IA sur la base de la technologie Mistral AI. Okay? Pourquoi Mistral AI et pas OpenAI? Alors peut-être pour le public, expliquer la différence entre OpenAI, Mistral AI, et ensuite dire pourquoi est-ce que vous êtes tourné plus vers Mistral AI. C'est une bonne question pour un développeur du coup. Déjà vous voyez plusieurs rendus d'IA générative connus. Pourquoi nous avons choisi Mistral? Il faut savoir que ChatGPT, du coup, ce sur quoi tourne OpenAI, est sous licence. C'est-à-dire que pour accéder à cela, il faut passer par... C'est même pas possible d'y passer en vérité. Parce que, justement, sous licence, ils appartiennent à OpenAI, du coup, et pour pouvoir l'utiliser, il faut obligatoirement avoir un échange avec eux. Et là où Mistral nous permet d'accéder sans forcément beaucoup de couverture, de transparence entre eux, il nous permet d'accéder à des choses au même calibre que OpenAI et avec beaucoup moins d'exigences. Par exemple, il nous fournit d'ailleurs des modèles qui sont très légers, donc très faciles à implémenter, et qui pourtant fournissent des réponses au potentiel équilibrées, voire supérieures parfois à ChatGPT. Pour remonter aussi dessus, le choix s'est fait dans le sens où c'est aussi une intelligence artificielle open source par rapport à OpenAI qui est plutôt privé. On a de open source que le nom open, mais sinon c'est propriétaire. Il y a Microsoft qui est derrière qui a mis, je crois, plus de 10 milliards d'euros d'investissement. Après, effectivement, Mistral AI open source, c'est une start-up française, c'est déjà évalué à peu de 2 milliards, donc ça tombe un peu sur le sens, d'une part de la tester et derrière ça de l'utiliser pour justement dans le domaine public, parce que voilà, il faut qu'on sache un petit peu ce qu'il y a derrière. Alors récemment, vous avez peut-être vu, c'est ça qu'on a mis un petit peu le côté partenaire de Microsoft. Il y a en fait quelque chose qui aujourd'hui est inéluctable, c'est que l'infrastructure est quand même gérée par les géants américains que l'on connaît. Et donc il y a un partenariat qui est en train de se faire également en fait avec Microsoft. Oui, pour rajouter, effectivement, Mistral AI, c'est une solution qui a été nativement conçue pour les entreprises. Donc, elle propose, en fin de compte, ce qu'on peut appeler un vase clos. Hein. On peut avoir les données de sa propre entreprise qui alimentent le modèle d'apprentissage de l'intelligence artificielle.
contrairement à OpenAI qui va lui être basé sur l'ensemble des données d'apprentissage, donc le big data, l'ensemble des données d'apprentissage dans le monde. Et donc avec Mistral AI, on peut se créer son propre modèle d'apprentissage à partir de ses propres données. Et donc voilà, c'est aussi la puissance de Mistral AI par rapport à OpenAI. C'est ça. Et alors si ça parle aussi API, Application Programming Interface, ce sont des connecteurs sur lesquels effectivement les programmes que l'on fait, on peut aller chercher des informations sur ce type de solution. La force aussi de Mistral AI par rapport à l'OpenAI, enfin ChatGPT en l'occurrence, c'est qu'en plus de ça, on peut télécharger le modèle de données. Donc ici, il y a de données, par exemple, on peut avoir un jeu de données que l'on fait tourner sur notre propre infrastructure. Donc si on veut avoir quelque chose de vraiment, entre guillemets, fermé, genre sur votre portable, vous pouvez le récupérer et faire tourner l'IA sur votre machine. Et en soi, ça, voilà, OpenAI ne le permettait pas. Avec Mistral, on peut le faire, et donc on peut vraiment aller loin dans les usages et dans les applications. On a un bel exemple qu'on va peut-être creuser tout à l'heure. Est-ce qu'on peut passer à quelque chose de plus concret? Montrez-nous un petit peu ce que vous avez fait. Du coup, on voulait d'abord présenter. Comment? C'est clair. On voulait d'abord situer un peu le contexte et montrer la différence entre les deux types de chatbots qui existent. Donc on a le chatbot, donc ce qu'on vient d'évoquer, le chatbot classique, qui est basé sur des armes décisionnelles. Donc c'est un chatbot qui est programmé, alimenté et donc fournit des réponses très précises par rapport à des questions aussi très très précises. Donc les scénarios effectivement sont prédéfinis et du coup les interactions sont limitées. Ce qui est contraire effectivement au chatbot IA qui lui est basé sur l'intelligence, sera capable d'interpréter les questions qui sont posées, comprendre l'intention, comprendre même comprendre le contexte et pourra lui-même rebondir, reposer des questions pour affiner effectivement le degré de réponse. Et ce chatbot IA, effectivement, il est là, lui, connecté à une base d'apprentissage, une base de données, qui lui servira de base d'information pour répondre aux questions. Oui, du coup, qu'est-ce qu'il y a, par exemple, dans cette base d'information? Quelques exemples. En exemple, on a des fichiers du type Excel ou PDF qui finalement vont retourner soit un peu comme au niveau du chatbot classique, des questions fréquemment posées, ce qui lui permet d'avoir une idée du type de réponse qu'il peut fournir. Et en plus, on aurait une liste, par exemple, de contacts ou autre, si jamais il faudrait qu'il redirige vers quelqu'un, ou encore d'autres éléments qui sont dus à vos propres données et qui permettent de lui donner à manger pour qu'il puisse donner quelque chose d'incroyable à la fin. Ok, donc en fait, j'essaie de traduire. Dans les chatbots classiques, donc effectivement, il y a un bilan décisionnel, on prévoit les scénarios, c'est une sorte de FAQ avec des questions qui ont déjà été pensées, des réponses déjà pré-pensées. Alors que là, on rentre de la donnée, donc on peut rentrer des FAQ, mais on peut rentrer aussi à la guerre, on peut rentrer des procédures, des protocoles, des trucs. Tout à fait. Et l'usager vient, pose sa question et l'IA cherche la réponse parmi tous les données qu'on lui a données. C'est ça? C'est ça. Okay. Et pour revenir un petit peu sur ta question, le côté un peu innovant, ce qu'on a fait en fait effectivement, c'est qu'on a fait un chatbot hybride, donc qui va regrouper au départ un chatbot classique, et on peut switcher après sur le côté chatbot IA. Pour orienter peut-être? C'est ça, exactement. Pour orienter, pour aller plus vite, pour essayer de faire ce qui se fait de mieux dans la partie chatbot classique et de profiter de toute la puissance en fait de l'IA aujourd'hui. C'est un best-of. C'est un best-of. C'est hybride. C'est le bon mot, c'est hybride, exactement. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie?
Oui, j'ai un peu. Est-ce qu'on pourrait juste expliquer en gros le process pour l'apprentissage avec l'UNICEF? Bonne question. Ben, c'est le slide suivant. Effectivement, comment ça se passe? On a essayé de matérialiser le fonctionnement d'un chatbot IA. Donc on a une interface, une messagerie, donc un front office en gros qui permet à l'utilisateur de poser ses questions. Donc du coup, comme on peut le voir, l'utilisateur va poser une question, qui va entrer dans le chatbot. Donc le chatbot est conçu par un composant qu'on appelle le LLM. Donc c'est le Large Language Model qui en fait est basé sur une technologie de deep learning qui aura pour but, en fait, le deep learning c'est quoi? C'est un réseau de neurones artificiels qui est composé d'un certain nombre infini de paramètres d'algorithmes et qui lui va interpréter tous les mots, va récupérer les mots, les resituer, comprendre l'intention et le contexte de la phrase qui a été posée. Ensuite, deuxième étape, si la Zapette veut bien, donc les informations sont extraites directement. On a une action de recherche d'informations qui est créée directement dans une base de données. Donc là, il va récupérer les informations dont il a besoin. Donc Steven en a parlé tout à l'heure. On peut lui poser une question type donne-moi l'adresse de tel organisme. Donc là, il ira directement chercher l'information dans une base de données, donc d'apprentissage. Et ensuite, il fera appel à son moteur de règles. Donc le moteur de règles, c'est quoi? C'est typiquement, c'est ce qu'on peut voir dans ChatGPT, où on a des instructions qui sont données au chatbot et qui lui permettent de répondre précisément en fonction des instructions qu'on lui aurait données. C'est-à-dire, le chatbot, là, il peut être paramétré dans le sens où on lui dira, voilà, tu es un assistant, c'est le prompt en fin de compte qu'on fait sur ChatGPT, on lui donne des instructions, donc tu es un assistant d'un organisme de l'éducation, tu dois vous voyez absolument les utilisateurs, tu ne dois pas traiter de données sensibles. Donc là je donne des petits exemples d'instructions qu'on a pu mettre à notre chatbot. Donc tu ne dois pas traiter de données sensibles, tu ne dois pas envoyer d'informations type de données sensibles ou autres. Numéro de téléphone, adresse des étudiants. Exactement, nom, prénom, exactement. Et aussi respecter l'éthique. Et respecter l'éthique. Et respecter. L'éthique a-t-elle été définie? Dans son entraînement de base, on sait que les modèles du type ChatGPT et autres, Mistral en fait partie aussi, dans son modèle fourni, donc sur LLM, il a déjà des notions d'éthique du type si tu vas lui demander comment avec une webcam, il sait te dire que ça, c'est pas dans son domaine. Il sait que le faire, mais c'est pas dans son domaine. Il va pas te répondre. D'accord. Et donc c'est ce type de règle que le moteur de règles, c'est à ça qu'il sert. À choisir à quoi il va répondre ou non. Même s'il a la donnée, il va pas te la donner. Donc juste pour terminer, donc toute cette partie que vous voyez en bas, c'est le back office, hein, c'est ce qu'on ne voit pas. Ensuite, donc du coup, à partir de ces informations, des informations qu'il a récoltées et des instructions qu'il a nativement, il va fournir une réponse adéquate au LLM qui lui, en retour, fournira une réponse à l'utilisateur. Donc une réponse semblable à une réponse humaine parce que effectivement en retour l'information a transité vers le LLM qui est le réseau de neurones artificiels qui lui permettra justement de générer la réponse de la meilleure des manières. Voilà pour le fonctionnement d'un chatbot IA. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En
fait, le chatbot est inhérent à chaque entreprise, puisque si on prend l'aviation, le chatbot de France n'est pas celui d'Air donc au moins c'est celui d'Air Optimus. Mais donc en fait, j'imagine qu'il faut fermer la base de données source, il faut la fermer, puisque si je pose une question à Air France, il ne faut pas qu'il aille des données en open source chez Air Caraïbes pour me répondre, puisque ce serait plus pertinent. Donc en fait, à quel moment vous fermez la base de données et comment vous continuez à l'enrichir, puisqu'elle ne doit être inhérente qu'à l'entreprise ou qu'un chatbot, par définition, c'est C'est un petit peu ça justement le challenge. Ça se fait, c'est pas forcément simple, entre guillemets, mais on peut le résumer sur le fait d'imaginer un répertoire dans lequel en fait on chargerait les documents de l'entreprise sur lequel en fait l'IA générative se baserait. Donc en gros, les documents en fait de Air Caraïbes ne seront pas les mêmes que ceux d'Air France. Et donc là on codera la partie justement de Sylvain, les programmes que l'on écrit, c'est de lui dire en fait finalement à cette IA, regarde, réponds avec l'ensemble en fait de tes milliards de données, mais inspire-toi, nourris-toi de ce répertoire où on va retrouver l'ensemble en fait de la documentation qui est liée à l'entreprise. Et comme ça on arrive en fait à borner les choses, et donc on pourra déployer un chatbot pour un organisme, l'autre organisme, etc. Et il va vraiment se nourrir des documents, du jeu de données de l'entreprise. Que ça soit donc en fait, Steven a dit tout à l'heure, des PDF, des fichiers Excel, mais ça peut être en fait aussi des sites internet, des URL. Il va aller chercher l'information sur telle ou telle page de site internet. Et en fait, on voit que voilà, on peut même oublier des fois des données que l'on aurait mises en fait. Donc, il faut être vigilant en fait à ça, parce que sur un site internet, il peut y avoir des données nominatives, par exemple, ça serait des mentions légales. Donc voilà, notre travail intervient à ce niveau-là, de ce côté apprentissage sur un jeu de données qui est lié en fait à une entreprise, un organisme, mais de retirer aussi un petit peu toutes ces données nominatives, sensibles, qui ne doivent pas réapparaître en fait lors d'une réponse en fait, du chatbot. Oui. Allez-y. Issu du processus d'apprentissage, qui contrôle l'information? Est-ce qu'elle est automatisée ou est-ce que à ce moment-là, les équipes doivent intervenir pour vérifier la réalité de l'information? À l'heure d'aujourd'hui, rien n'est automatisé. Donc on a prévu de fournir un back-office qui permettrait de gérer les données. Donc ce serait à un humain du coup de mettre à jour ces données-là. Mais il y aurait aussi la possibilité à l'avenir, par rapport aux fonctions d'URL, de fournir sur des liens spécifiques quelque chose qui se mettrait à jour continuellement. Bien qu'elle se mettrait à jour certainement avec une main humaine à un moment, quoi. D'autres sont là? Questions? Ok. On suit avec le projet lui-même? Oui, donc on peut poursuivre avec le projet. Donc effectivement, j'ai eu l'honneur de mener ce projet au sein de l'académie de la Martinique. Et donc le projet, l'objectif c'était de moderniser et d'optimiser les services administratifs de l'académie et fournir assez rapidement des éléments de réponse aux utilisateurs, puisque historiquement, voilà, il y a un site en tout cas internet qui est aujourd'hui en place, mais ne permet pas de retrouver des éléments de réponse rapidement et de façon précise. Donc ça, c'est l'objectif du projet. Donc comment le projet a été mené? Tout d'abord par la réalisation d'un SD Pulse plus, donc qui est qui fait partie de la méthodologie de NASDI, qui consiste c'est une première étape, donc c'est un proof of concept, donc un POC, qui consiste à valider la pertinence de la solution au sein d'une entreprise ou d'un organisme. Donc c'est ok. Donc c'est une méthodologie en tout cas qui est prouvée et adaptée et qui est réalisée sur un mois. Donc ça représente à peu près grosso modo 5 jours de travail en interne
pour sortir un premier use case, un premier POC. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on peut dire sur le projet. Sinon, donc c'est un chatbot, comme on l'a dit, qui est personnalisé à l'administration, donc qui ne contient que les données de l'administration, donc qui est en vase clos, qui aujourd'hui, étant donné que c'est un POC, est entraîné sur un faible volume de données. Donc on n'a que 7000 données comparé à des IA classiques où on a plus de milliards de données. Donc là, on n'a que 7000 mots qui ont été intégrés et tout à l'heure, vous verrez les premiers résultats qu'on a qui sont assez bluffants et donc ça montre effectivement la qualité du LLM de Mistral AI. Donc on voit que son réseau de neurones est très puissant et permet à partir de peu de données de générer des réponses assez précises et pertinentes. Et enfin, dernier point, on a pu, donc au travers de ce POC, respecter les règles de sécurité qui sont inhérentes à l'éducation nationale. Voilà. Non, tu veux rajouter peut-être quelque chose sur le NASDI Pulse, qui est une fabrique de NASDI? On retrouve ça, c'est vraiment en fait le NASDI Pulse, c'est vraiment une étude d'opportunité avant de partir tête baissée dans le développement. Pendant longtemps, c'est ce qu'on faisait. Dès qu'on avait une idée, un projet from scratch, qu'ils soient en interne, qu'ils soient en fait pour un client, on est chaud. Donc on part, on code, ça a certains avantages, certains inconvénients. Et on voit qu'avec le temps, et c'est un petit peu les discussions que l'on avait en fait au préalable, des fois même c'est difficile de chiffrer un projet numérique, même des fois un projet de start-up, on ne sait pas vraiment où ça va nous mener, et donc on n'est pas en mesure de donner forcément les coûts et l'estimation de temps que l'on va prendre en fait derrière. Donc en fait en termes de méthodologie, le NASDI Pulse c'est vraiment une étude d'opportunité. Et l'étude d'opportunité n'est pas que le cahier des charges que l'on veut lire en fait à la fin. C'est vraiment ce côté, on va dire, très factuel, d'abord livrable, cahier des charges, en listant les fonctionnalités. Et là, on pourra estimer le temps, on pourra estimer les budgets de façon plus précise pour partir en fait chez nous, ce qu'on appelle le NASDI Experience, qui est la phase de développement. Donc, avec ce cahier des charges, on met ce qu'on appelle un POC, MVP, enfin, en tout cas, une partie du projet que nous sommes déjà en mesure de tester, de pouvoir éprouver et d'avoir déjà des retours, que ce soit côté client, que ce soit nous en fait en interne. Donc ça marche plutôt bien, c'est pour ça que c'est une méthodologie éprouvée et adaptée et validée en interne, parce qu'on voit que tout le monde y gagne en fait. Que ce soit le côté client, côté interne, on arrive à poser en fait les briques en amont qui nous permettent de prendre les bonnes décisions. Et des fois même le Pulse, c'est un go no go. Est-ce qu'on continue le projet? Finalement, on a estimé que ce projet à 170 000 €, vous avez le budget, ah mais non, c'est peut-être un no-go. Ou oui, on a le budget, on peut le lisser en fait sur 5 ans, etc. Là, on peut y aller et on peut en fait, en tout cas, phaser les choses. Et tout le monde s'y retrouve en fait dans effectivement cette façon de procéder. Donc voici ce que je peux dire pour cette partie Pulse. Très bien. D'ailleurs, on va rentrer un peu plus dans le détail du chatbot, du coup. C'est ça. Fonctionnalités. Donc si on regarde un peu de plus près les fonctionnalités donc, qui ont été déployées, donc première fonctionnalité, comme on l'a dit, c'est un chatbot hybride, qui est la combinaison du chatbot classique plus le chatbot IA. Donc ça a été une des recommandations de l'académie. Dans un premier temps, l'idée c'était de fournir un chatbot classique avec effectivement une réflexion sur le chatbot IA parce que il va tout de suite amener beaucoup plus de résultats. Et donc voilà, le POC qu'on a mené a permis de valider ces deux types classique et IA, et tout à l'heure on va le voir dans le cadre d'une démo. Ensuite, autre fonctionnalité,
Le traitement d'un périmètre précis, bon, on en a parlé, on est sur un périmètre précis qui est de l'éducation nationale. On ne traite que les données et de l'éducation nationale, donc de l'Académie de la Martinique, et tout ce qui est hors scope ne sera pas traité par le chatbot. Ensuite, le traitement de données, donc Steven en a parlé, Excel, PDF, Word, texte. Donc on l'alimente avec plusieurs tous les types, en tout cas plusieurs types de données. En PDF, on peut avoir du PDF à la fois natif, donc avec des champs, la possibilité effectivement d'écrire dans le PDF. Ou un PDF, on peut aussi l'alimenter avec du PDF scanné. Donc, ce qui a été le cas lors de notre POC, on a pu confirmer effectivement la possibilité de l'alimenter avec du PDF scanné, ce qui est très compliqué parce que derrière un PDF scanné, on a, c'est une image qui est reconnue par le système et il doit avoir une ossérisation, donc un moteur d'OCR de reconnaissance de caractères qui va transférer l'image en données texte, puis ensuite effectivement va traiter ces données. Donc c'est une technique qui est assez complexe et qui n'a pas forcément, bon, tout dépend des OCR, des moteurs d'OCR qu'on va utiliser, mais qui peut avoir un taux de reconnaissance variable en fonction de la qualité du document ou en fonction de la qualité du moteur même d'OCR. Donc j'ai parlé du PDF scanné, le transfert vers une adresse mail ou un téléphone de contact. Donc très rapidement, le chatbot peut effectivement, si il n'a pas la réponse dans sa base de données, dans son jeu de données, peut transférer la réponse ou router entre guillemets vers une adresse mail ou un téléphone de contact. Donc voilà. On continue. Le non-traitement de données sensibles. Ensuite, on peut continuer encore. La compréhension de l'intention de l'utilisateur. On en a parlé. La personnalisation du chatbot. Donc là, Steven nous montrera dans le détail dans la démo. On peut implémenter des règles de gestion, donc des instructions. On peut l'instruire et le personnaliser, lui donner un nom. Mettre une couleur, donc il y a tout un volet personnalisation qui est possible sur ce chatbot. Et enfin, l'apprentissage sur un jeu de données spécifique. Donc on en a parlé. Donc on peut l'alimenter avec les données de l'académie ou de l'entreprise, de l'organisme en question. Voilà. Après tout ça, on n'a plus envie. C'est devant la démo, hein, Steven. Donc on est en mode POC. Donc comme je l'ai dit, c'est 7000 mots qui ont été paramétrés. Qui ont été paramétrés. C'est 23 instructions qui ont été données, donc de type, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es un assistant virtuel de l'Académie de la Martinique, tu dois absolument vous voyer, tu ne dois pas traiter de données sensibles, etc., etc. Donc c'est 23 instructions, c'est 7000 mots, et donc Steven va nous montrer dans l'ordre le chatbot classique et la partie IA. Voilà. Donc mon premier test par exemple avec le chatbot classique, donc on arrive avec une première bulle qui nous dit bonjour, je suis l'assistant virtuel d'administration, quel type d'utilisateur êtes-vous? Et là on arrive avec 3 choix, élève, parent, personnel ou autre, et en cliquant par exemple sur élève parent, on demande que recherchez-vous, et en cliquant sur par exemple levé de notes, il nous renvoie vers notre levé de notes. Je vous vois le lien, enfin comment dire, la procédure à respecter pour l'obtenir. Voilà. Là, on est sur du classique. Là, c'est du classique. D'accord. Donc là, c'est en ordre de décision. Si on clique sur autre chose,
En gros, toutes les réponses sont programmées et tout ce qui va ressortir, donc c'est déjà défini. C'est-à-dire que si je clique sur la même chose, quelqu'un d'autre va arriver, je cherche mauvais note, il va aller vers la même chose. Voilà, c'est sans innovation. Et là est le fait que parfois, dans ce qu'on disait des chatbots classiques, il y avait parfois où on n'a pas les réponses. Et à ce moment-là, le chatbot décidait de retourner vers une assistance humaine. Là, au lieu de l'assistance humaine, lorsqu'on va écrire un message libre, on va être retourné vers l'IA du coup. Essayons une question qui est, disons, je cherche mon relevé de notes cette fois-ci. Donc vu qu'il l'a déjà dit avant, ne vaut pas parce que je sais qu'il reçoit l'historique également. Donc on va lui demander autre chose. Où se trouve okay. Où se trouve le rectorat de Martinique? Tiens. Et là, il nous retourne une réponse. Le rectorat de la Martinique se trouve à Tarbes-Ville, au nord de Fort-de-France. Voici l'adresse exacte. Rectorat de l'Académie de Martinique, CEO de Tarbes-Ville, le code postal 97279, Shellshard CDX. Et il nous ajoute, vous pouvez également contacter le rectorat par téléphone au 0596 52 25 00 ou par mail à l'adresse suivante ce.rectorat@semantic.fr. Confirmez que c'est bien les bonnes informations. Je confirme. Super. Et il demande, avez-vous d'autres questions concernant l'administration? On pourrait demander quelque chose qui sortirait du contexte. Je cherche. Dans ce cas-là, tu montres qu'en fait, effectivement, il y a un document Excel qui reprend finalement les informations, les coordonnées en fait, du rectorat pour avoir une réponse donc, en fait, qui est quasiment comme si c'est un humain qui nous répond, avec les données de ce document Excel. D'accord, donc il a pioché dans le document. C'est ça. C'est ça. Reformulé. Et le reformule, c'est ça. Et typiquement, si on lui propose la question, si quelqu'un d'autre propose la question, la phrase, même des fois, elle est différente. On retrouve le même style de données, mais la façon de dire les choses peut être différente. L'information sera la même. Mais... Vous voulez poser une question? Oui. Professeur d'espagnol. Je cherche un professeur d'espagnol. Non, très précisément, alors, effectivement, je ne connais pas la réponse, mais du coup, ce qui est sûr, c'est que ces informations ne sont pas dans son jeu de données. Pour information, donc on verra comment il répond. On peut lui poser la question. C'était quoi la question? Combien de professeurs d'espagnol en Martinique? Combien de professeurs d'espagnol en Martinique? Il gère les fautes aussi, ne vous inquiétez pas. Je ne dispose pas d'informations sur le nombre de professeurs d'espagnol en Martinique dans mes données autorisées. Je vous recommande de contacter le rectorat de Martinique ou le secrétariat de l'établissement concerné pour obtenir des informations à ce sujet. Voilà, donc il n'a pas ces informations. Donc pour info, les données d'apprentissage étaient très restreintes à un périmètre parce qu'on était sur un POC. Et donc l'idée c'était de commencer avec un faible volume de données. Donc effectivement ces données ne sont pas dans son apprentissage. Autre question? Oui, bon, mais ça nous permet de le tester aussi. C'est pas... Ce qui est intéressant, c'est que justement, comme c'est un faible jeu de données pour l'instant, ça montre que c'est déjà opérationnel. Donc, comme 90% de notre territoire, déjà, c'est des très petites entreprises, même si effectivement on est orienté sur plus des grandes organisations, on voit, en fait, c'est là où on avait un bémol. Il fallait penser à avoir beaucoup de données pour que justement l'apprentissage se fasse bien et pour qu'on puisse en fait avoir un outil fonctionnel atteignant. Et là, juste avec justement les 7000 data que l'on a eu, on voit que en fait, c'est déjà opérationnel et ça répond plutôt bien. Et ça, voilà, ça présume en fait la possibilité d'un déploiement en fait, de chatbot basé IA sur les jeux de données, même de très petites entreprises. Et ça, c'est plutôt en fait plutôt positif. Oui. Alors oui, il le gère.
mais dans ce cadre-là, on l'a restreint au français. C'est ça. Ça fait partie des règles de gestion. Il y a des règles, Ouais. voilà, tu restes en fait, tu parles en fait en français. Ben, c'est un avantage de Mitra AI, c'est qu'il gère le multilingue, donc il parle français, espagnol, anglais, Sa langue de base, c'est allemand, l'anglais, celui-là. italien. Comment? Sa langue de base, c'est l'anglais. Créole, non? Créole, non, mais très, très bonne question, parce que la question nous a été posée d'ailleurs par l'Académie et on doit travailler sur le sujet, parce qu'on sait que au niveau de la population, on a des holophones, je sais pas comment dire, des hispanophones également, et donc la question va vite se poser dans le cadre du projet où l'IA sera amené, en tout cas le chatbot sera amené à répondre en plusieurs langues. Après, il faut savoir que dans le cadre en fait sur un projet qui s'appelle Bocaïnou, avec lequel je travaille avec Harry, Côté Zorro, Jenny Palud, Ralph Rattenant, autour de Bocaïnou, on a un projet déjà, un open source aussi qui s'appelle Créole Bocaïnou. On était déjà parti sur un dictionnaire complet en langue français-créole et que l'on voulait mettre à disposition sous format API. L'IA est arrivée, donc on a déjà des briques et des data qu'on va utiliser pour justement Mistral AI puisse s'alimenter avec ce jeu de données-là pour arriver rapidement en fait, à un chatbot en créole qui répond en fait en fonction du choix de l'utilisateur. Donc ce sont des choses qui sont en cours, pas forcément dans le projet autour de l'Académie de Martinique, mais qui pourra, voilà, cette organisation-là pourra peut-être aussi en bénéficier. D'accord, vous aviez déjà pensé, vous avez déjà commencé à travailler finalement. Oui, et indépendamment de l'IA, à l'époque, en fait, on était vraiment sur autour de faire les choses localement, quoi. Donc en fait, ça impliquait plusieurs secteurs. C'était l'école Bocaïnou, la marketplace, etc. Et la partie culturelle avec la langue. Et l'IA, en tout cas, c'est pas simple en fait finalement, cette histoire de traduction. Faire un dictionnaire, c'est une dizaine d'années. On demande qu'on a commencé à se renseigner au niveau de l'université des Antilles. Donc avec l'IA, voilà, on sait qu'on va accélérer les choses et ça va nous aider en tout cas à fournir des outils dont l'usage sera à disposition du plus grand nombre. Un autre test du coup, cette fois-ci en contexte, je cherche quel iPhone acheter. Je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'il n'est pas censé répondre à cela. Donc voyons le résultat. Je suis un assistant virtuel de l'administration de l'éducation de Martinique, je ne peux pas vous aider à ce sujet. Donc il rappelle son rôle et dit donc à l'utilisateur que c'est pas du tout son ordre, donc il respecte le périmètre dans lequel il est, disons, éduqué. Le comment faire des nattes, on entend? Oui, je veux bien. On avait fait un test, on lui avait demandé comment faire des nattes, des tresses, voilà. Donc on va lui en poser la question. Ouais, je me suis pas laissé pousser. Ça revient à la restriction de son moteur de recherche au champ de données. Il reprend à peu près la même chose. Désolé, je suis assistant virtuel d'administration et d'éducation en Martinique, je ne suis pas en mesure de vous aider à ce sujet-là. Alors, ce qu'on n'a pas dit, Mistral AI propose 3 LLM, donc un small, ce qu'ils appellent Mistral Small, il y a le medium et il y a le large. Donc le large, il ne va traiter il est orienté entreprise et c'est le modèle le plus performant de Mistral AI. Donc c'est comme ChatGPT, on a GPT 3.5, 4, etc. Donc voilà, donc là on est sur la version, appelle-moi. Là c'est la version large. Large, ok. Voilà. Ok. Donc là on a vu une application chatbot sur un chatbot. Est-ce qu'il y a d'autres types d'applications? À quoi ça peut servir d'autres? Par un chatbot, par exemple. Ça peut servir à tout. C'est ça. Tout simplement. C'est quoi cette question? La partie hybride pour la partie chatbot, en fait, sur quelle. Est-ce que ça peut servir à différents services, par exemple, de son entreprise? Alors ça dépend justement de s'y régler de son entraînement.
Et techniquement, on peut soit diviser en plusieurs services, soit tout concentrer dans le même. Mais oui, il est censé pouvoir gérer différents services. Alors, ouais. C'est le cas dans ce projet. L'Académie de Martinique a souhaité à la fois que ce chatbot serve en interne, donc pour tout le personnel interne, donc les professeurs et même l'ensemble des collaborateurs qui travaillent au sein du rectorat. Donc, ils traitent des questions purement internes. Comment déclarer mes frais kilométriques, comment envoyer mes notes de frais, ce type de questions. Et à la fois, ils traitent également des données liées aux parents et aux élèves. Donc, toutes les données, entre guillemets, toutes les informations externes à l'académie sont également traitées. Donc, ce sont deux types d'applications, déjà, sur un même chatbot. On peut à la fois traiter de données internes et des données externes. Ceci dit, on va donc là c'est pour le POC qu'on a souhaité l'intégrer dans un seul et même chatbot. Mais demain, une fois mis en production, les deux pourront être scindés. Donc il y aura pas de fuite de données au niveau interne qui sortira vers l'externe. Il y a une question, je crois. Je vois bien. Ok. Il y a une question, le temps de lui passer le micro. Non, mais sur la partie chatbot interne, donc j'imagine qu'il y a un périmètre interne. Est-ce que dans ce périmètre, vous pouvez également faire des compartimenter ce périmètre, puisqu'il y a plusieurs services? Oui, c'est le cas. Financiers, stratégiques, qui ne doivent pas fuiter inter-services. Ah, qui ne doivent pas fuiter inter-services. Si c'est des données stratégiques, des données comptables ou financières, les salaires. Voilà, des salaires, par exemple. À ce moment-là, oui, il faudra mettre en place, en tout cas, il faudra cloisonner, mettre en place un chatbot. Est-ce que ça fait partie de En tout cas, ce seront des chatbots différents. Typiquement, en fait, dans le cahier des charges, on trouve aussi le fait de scinder le chatbot interne et le chatbot externe, pour répondre en fait à des usagers, comme ils disent en interne. C'est donc de proposer des réponses à des personnes qui travaillent au sein de l'académie. Mais clairement, ça ne devait pas être le même, en tout cas, le jeu de données ne devait pas être le même que de questionner le chatbot en mode internet, donc en mode extérieur. Donc on peut tout à fait penser effectivement que même si on a le chatbot en mode intranet, si on aura plusieurs chatbots qui vont être alimentés par, entre guillemets, des jeux de données différents. Vous êtes en fonction de son profil, chacun pourra. Pour le moment, on n'en est pas encore là. Les données confidentielles, comme des éléments de paye, ne seront pas dans le chatbot. Donc là-dessus, il n'y a pas de risque de fuite. Oui, il y a une autre question, je crois. Oui, mais en fait, moi je ne connais pas, donc je pose une question profane. On revient sur les salaires. Donc il est sûr que la base de paye ne sera pas dans le périmètre, et ça, ça on en est certain. Si. Par contre, parce que j'ai un poste à responsabilité et parce que c'est une personne à responsabilité qui m'en a fait la demande, pour traiter un dossier, je transmets une fiche de salaire à une autre personne qui a cette habilitation. On est deux habilités et donc dans ce mail, parce qu'elle m'a fait la demande, je les transfère. Donc du coup, est-ce qu'il n'y a pas de risque qu'une fiche de salaire rentre dans le périmètre de magistrat, alors que au départ, la base de données salaire, elle est bien dissociée? Le contenu des mails fait-il partie? Non. Par contre, où il faut être vigilant, c'est qu'il y a, en fait, on peut envoyer des emails à des adresses qui redirigent en fait vers des personnes, mais aussi vers d'autres applications, pour alimenter d'autres applications, d'autres bases. Typiquement, si dans certains organismes, on demande à des fournisseurs d'envoyer l'adresse en fournisseur@monentreprise.com. Et donc derrière, des fois, à certaines adresses, on a des applications. Donc si on peut très bien imaginer que sans faire exprès, en copie conforme, je mets l'adresse qui intègre en fait le document dans une base de données, et que dans cette base,
ça me copie en fait ma pièce jointe dans un répertoire qui est un sous-répertoire du répertoire d'apprentissage. On pourrait retrouver en fait la fiche de paie, le montant du salaire de monsieur le vice-président de la collectivité de Martinique. Non, mais voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que Roland a l'habitude de jailbreaker des yeux. C'est le jailbreaker. Jailbreak, en fait, c'est effectivement, il y a moyen, je pense que vous le faites aussi au ChatGPT. Le jailbreak, c'est de casser la prison, c'est de rentrer des instructions dans le compte pour essayer de faire le chatbot dire telle ou telle chose. Et voilà, des choses qu'il n'est pas censé dire. Donc oui, c'est un jeu, en fait. C'est ça. Non, c'est pas pour rassurer, mais il faut le savoir. Et justement, on est là pour justement, voilà, participer en fait à sécuriser au maximum justement cette partie-là. Et la question est intéressante parce qu'effectivement, on peut imaginer des scénarios qui peuvent créer des brèches de sécurité. Et c'est là qu'on doit intervenir pour justement essayer de cadrer en fait tout ça. En tout cas, pour aussi compléter la réponse à la question, c'est qu'il y a un process aussi qui est mis en place en interne, qu'on mettra en place du moins, pour assurer l'intégration des données dans la base d'apprentissage du chatbot. Donc le chatbot sera logiquement maintenu, en tout cas piloté par la DSI, donc directement de l'académie. Donc il y aura tout un process de validation avant d'intégrer ces données, je pense, au chatbot. Donc ce qui va limiter les risques que des données sensibles se retrouvent dans la base d'apprentissage du modèle. Alors, moi je suis un petit peu sur ma faim. C'est chiant comme ça. On a montré un petit peu ce que le chatbot ne faisait pas, mais je viens de voir ce qu'il fait aussi. Genre, on avait fait un test par exemple sur la question avec les sigles. Et tout à l'heure, c'était une question avec le. En fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de sigles en fait, au niveau du rectorat. Et donc, il y a un lexique d'explication de sigles où on peut poser certains types de questions. Et voilà, ça permet de répondre en fait, de façon intelligible en fait, à l'utilisateur. Si, je teste avec des sigles. Je vais essayer quelque chose. Je vais poser le code. La DMVE ou DMVE. Voilà, la DMVE. Alors, ça peut être, voilà, je sais pas le lieu, mais typiquement, il y a certaines questions. Oui. Non, mais c'est bien ça. Non, parce qu'il n'a pas, c'est bien ça, je l'ai confirmé avant que Roland ne le dise. En fin de compte, il n'a pas, pour le moment, dans la base d'apprentissage, il n'a pas le lexique. Il a l'annuaire, donc on peut lui poser la question, donne-moi, on a l'exemple de fichier, hein, qui est directement les fichiers qui sont alimentés. Voilà. Il me semble que c'est ici. On peut faire un essai pour voir qu'est-ce qu'il a pour de vrai. Exemple DOC ou de FAP. Voilà, donc on peut essayer d'AFAP. D'AFAP va fonctionner, mais pas d'IMVE. Donc ils nous ont encore montré un test qui ne fonctionne pas. Non, mais c'est très bien, ça montre effectivement que ça ne fait pas partie de l'idée. Voilà. Chercher quand même une réponse en disant, dans ce contexte, ça pourrait avoir une signification, c'est ça? C'est ça, il suggère. Pourrait ce genre de signification. Prendre contact avec. Voilà. Donc là, on peut revoir les données qui sont ici. On va les comparer avec les données qui sont dans le fichier Excel, donc qui nous ont été transmises par l'académie, et on verra que voilà, les données sont bien correctes, hein, qui sont implémentées ici. Donc DAFAP, direction des affaires financières avec l'achat public, et les numéros de téléphone, donc le 2700, le 2932 et le 2933, et l'adresse BR Voyage. Donc si on regarde sur le fichier. Oui. Vous pouvez les contacter à quel sujet? Voilà, c'est ça. Toutes les informations étaient retranscrites en fait. Excellent. Question. Les questions auxquelles justement l'assistant
candidatures justement n'auraient pas répondu, est-ce qu'ils sont stockés quelque part justement pour permettre de pouvoir l'alimenter si ces questions sont pertinentes? C'est l'Académie de Martinique, je peux très bien me demander en cas de en arrivant sur la Martinique, si j'habite la commune de Ducos, quel établissement est disponible pour mon fils qui agit entre tel âge et tel âge, par exemple? C'est une bonne question. Ouais. Effectivement, c'est possible. Ceci dit, dans le cadre de ce projet, il y a des raisons de sécurité qui nous ont amenés à ne pas historiser et stocker les informations qui sont transmises par l'utilisateur. D'accord? Donc aujourd'hui, on ne stocke pas toutes les informations qui sont dans ce chatbot, on les stocke pas parce que typiquement, un utilisateur, il peut donner aussi une information sensible, un numéro de sécurité sociale, parce que voilà, il sait pas, il met son numéro de sécurité sociale directement en disant voilà, j'ai tel numéro. Ces informations, on les stocke pas pour des raisons de sécurité qui ont été qui sont définies en tout cas par l'éducation. Donc pour le moment là, aucune des données n'est historisée, donc on ne stocke pas l'information, donc on ne sait pas quelles sont les questions qui sont posées, les questions des utilisateurs qui sont posées au chatbot. C'est ça, pour l'instant c'est le parti pris de n'avoir aucune historisation en fait, de la data. Parce que voilà, on est en mode apprentissage, en mode POC, sur des technos aussi en fait qu'on découvre. Et donc on y va en fait step by step. Tout le volet historisation entre guillemets c'est facile, enfin, ça fait partie de ce que l'on a traditionnellement l'habitude de faire. S'il faut stocker en fait l'ensemble des messages qui sont posés dans une base de données, les traiter derrière, de pouvoir apprendre dans ce sens, il n'y a pas de souci, on saura faire. Mais là c'est vraiment étape par étape. On n'historise rien du tout pour éviter justement les différents types d'attaques, les injections SQL, etc. Donc voilà. C'est-à-dire que le retour qu'on a dans le chatbot ici, de savoir, on va savoir, on ne stocke pas non plus le nombre de personnes qui ont interrogé, savoir si ça a été pertinent, d'utilisation, etc. non plus. Oui, ça c'est le feedback utilisateur. Oui, on peut poser la question au validateur, est-ce qu'il a été satisfait? Est-ce qu'on a répondu à sa question? Oui, non. Il y a un certain nombre de choses qu'on pourra récupérer comme information. D'accord. Ouais. Bon timing, 19h. Question? Pas de question, déjà vous critiquer, parce que c'est sympa de voir ça localement. Merci. Je trouve que quand on voit ça, on n'arrive pas forcément à se projeter sur le potentiel. Moi, en tout cas, avec nos organismes de formation, je vois du potentiel. Alors, évidemment, là, on voit un cas concret où, quelque part, on peut se dire qu'il y a un prospect qui est intéressé par une offre, un service, et qui veut en savoir plus. Donc, le fait d'avoir, par exemple, un luminé sur une forme de question, ça permet d'avoir, quelque part, un chatbot qui va pouvoir répondre 24 heures sur 24, sans avoir mobilisé du personnel, et qui potentiellement va pouvoir voter en touche s'il n'a pas la question pour dire demain, Eloïa ou Sylvie, va pouvoir prendre contact avec vous par rapport à ça. Donc là, quelque part en termes de perception, en termes de satisfaction client, on a quelque chose qui est incroyable. Moi, d'autres potentialités que je vois aussi, c'est sur l'intégration au niveau de nouvelles recrues. Souvent, quand on recrute, on se retrouve dans une structure qu'on passe beaucoup de temps à se former. Et souvent, cet arbitrage, on se dit, tiens, j'avais envie de prendre quelqu'un pour m'aider, mais je passe la moitié du temps avec lui à ne pas faire ce que je dois faire. Avec ces enjeux-là, on a la possibilité, quelque part, de faire cet onboarding de cette personne de façon automatique et aussi 24 heures sur 24 pour l'utilisation. Je vois aussi d'autres aspects. Pour le coup, sur l'organisme de formation, on a sans arrêt des questions. Le fait d'avoir quelque chose qui soit fermé ou ouvert, imaginons demain qu'on pose une question sur une dernière actualité sur Mistral, on peut avoir finalement un formateur, un coach qui est là en permanence et qui va pouvoir combiner les informations qui sont dans notre programme de formation avec des informations qui sont disponibles au niveau d'actualité. Et là où ça peut être encore plus intéressant,
c'est de là de se dire qu'on peut aussi avoir des connexions comme cela, c'est-à-dire des chatbots qui soient capables de répondre aux questions de nos clients, qui s'est positionné déjà sur une offre. Le chatbot le sait, a l'information sur les avantages de l'offre, il est capable de mener un argumentaire avec le client et apporter des réponses. Et là, finalement, on a vu décrit, mais demain, évidemment, on imagine d'avoir de l'audio, donc de pouvoir appeler, d'avoir une approche conversationnelle au téléphone, ou via WhatsApp audio, etc. Donc, on y est. Là, vous avez montré le décrit, mais on peut avoir en audio ou en livre. Donc, c'est assez intéressant. Là où je trouve que c'est vraiment passionnant, par contre, c'est qu'on se rend compte que je pense que les entreprises en Martinique n'y sont pas, et moi je prêche pour ça tous les jours, et peut-être que ça va donner un coup de boost, c'est sur la documentation. C'est qu'en fait, on se rend compte que plus on aura une documentation qui sera précise, pertinente et actualisée, plus finalement on va pouvoir tirer le potentiel de ces technologies. Si on a des structures qui n'ont pas du tout documenté, qui n'ont pas du tout actualisé, qui ont des informations qui sont contradictoires, donc pour le coup, qui n'ont pas pensé, par exemple, je prends un exemple sur le tone of voice, la façon de parler, d'expliquer ce que lui doit, vous voyez, doit respecter. Mais ça va beaucoup plus loin. Moi, en tant que dirigeant, j'aime sourire, j'aime rigoler, etc. Tout ça, ça fait partie aussi de la documentation en termes de personnalité. Et on se rend compte qu'il y aura un vrai enjeu, et peut-être que l'IA aussi pourra aider en amont à structurer, à documenter. Il y aura un vrai enjeu des entreprises, des structures à documenter et surtout à maintenir l'actualité pertinente de cette documentation. Tout à fait d'accord. Clairement, et là on voit que justement, on va déplacer le curseur. L'IA va peut-être remplacer certains métiers, mais voilà, d'autres métiers vont se créer. Il faudra qu'on soit beaucoup plus précis, plus proactif sur d'autres choses, dont la qualité de la documentation, clairement. Et c'est un vrai avantage concurrentiel du coup. Parce que du coup, voilà, avec le chatbot, on pourra très vite, en tant qu'entreprise, se différencier et effectivement avoir un commercial H24, 7 jours sur 7, et ce qui peut représenter un vrai avantage concurrentiel sur un marché très petit qui est celui de la Martinique en tout cas. Voilà. Il y a des problématiques finalement qu'on peut évoquer là sur l'emploi aussi. Alors, j'ai vu des expérimentations désormais dans certaines fast-foods aux États-Unis, on commande déjà uniquement avec l'IA, donc la conversation se fait avec une base de données comme ce que vous avez là, et il y a de la conversation audio. Donc effectivement, il y a des métiers qui vont potentiellement disparaître, et d'autres, comme je disais, aux gens qui vont apparaître. Il faut en être conscient. Tout à fait. Mais tu m'as donné une idée là. On en parlait tout à l'heure sur la restauration. On a toujours des problématiques commerciales. Donc effectivement, tu vois, d'avoir un script et de pouvoir déclencher des appels automatiques, ça on sait déjà se faire. D'avoir en fait, voilà, un certain nombre de questions qu'on peut faire l'IA à poser, il peut répondre en fait, justement, comme une conversation, d'arriver justement à la conversion sur l'objectif, soit de vendre, soit de prendre un rendez-vous, etc. Donc, automatisation plus IA, effectivement, ça me donne deux, trois challenges à mettre en place. Donc, merci. C'est ça, exact. Merci pour cette intervention. Effectivement, la notion de l'IA, jusqu'où on va, quels seront les impacts sur la société, sur l'emploi, ceux qui vont disparaître, mais ceux qui vont apparaître aussi. Je pense qu'il faut garder confiance en nos capacités de nous adapter et d'être créatifs, imaginatifs, nous adapter au monde à venir et aux nouveaux métiers qui vont apparaître et qui sont nécessaires pour construire un monde dont l'IA fera partie intégrante. Donc on va partir, on va se lancer dans la deuxième partie. Donc, bienvenue. Merci. Donc, Armand Daniel et Marie-Lise, je vais vous présenter.
Donc, je suis Armande Malher, je suis consultante interne en amélioration continue au sein de l'Académie de la Martinique au rectorat. Et je suis accompagnée de Valérie Zéline. Donc Valérie Zéline, je suis directrice de la DASCEP, c'est la direction de l'amélioration continue, de l'évaluation et de la prospective. Donc c'est une direction qui a été créée en 2019 dans le cadre de la transformation administrative et dont l'une des missions essentielles est la modernisation, l'évolution des pratiques, la modernisation des outils, enfin améliorer le fonctionnement dans un souci d'efficacité, de performance, pas du tout concurrentiel, on n'est pas sur ce domaine-là. Mais en tout cas, l'idée, c'était vraiment d'apporter un plus à nos services et on l'a envisagé par le biais de projets de service, donc chacun décrivant un peu leur service, les actions qu'ils veulent mettre en place, etc. Et on s'est posé la question de savoir comment on les accompagnait, parce qu'en interne, effectivement, on avait des ressources, mais on a fait le choix de se doter de consultantes internes, dont Armande Malher, qui viennent avec des idées novatrices et apporter des concepts de travail, apporter des nouveaux outils. Et l'un de ces outils, en tout cas, enfin, une des réflexions d'Armande a été dans un souci de simplifier la tâche des agents, compte tenu de certaines questions qui se répètent et qui peuvent être très chronophages par moment, dans ce souci-là, et puis avec aussi la demande qui s'est faite auprès d'elle. Voilà, elle a imaginé un chatbot, donc je la laisse en parler, enfin je la laisse en parler avec vous peut-être. Allez-y, c'est la prochaine question, quel est le contexte, quel est le besoin initial. Donc la transition est toute faite. L'idée du chatbot au sein de l'Académie de la Martinique, c'est d'abord l'histoire d'une chef de bureau qui, pendant ses vacances, se connecte à un site internet de transport en commun pour définir son itinéraire. Et en jonglant entre les lignes de métro, de bus, les horaires, il y a une petite mascotte qui apparaît sur son écran et qui lui fait la merveilleuse promesse de répondre à sa question et de la guider dans son prochain déplacement. Et à l'époque, elle se dit, mais cette réponse, elle est vachement utile et ça pourrait être un formidable outil à mettre à disposition de mes équipes. Parce qu'au quotidien, ils sont régulièrement sollicités sur des questions qui sont un peu toujours les mêmes. Et de là, elle a commencé à rêver d'un assistant virtuel qui pourrait effectivement délester ses agents de cette tâche un peu chronophage et fastidieuse de répondre quotidiennement aux mêmes questions. Elle m'a fait cette petite confidence dans le cadre des projets de service. Et une étincelle est née dans mon regard de chef de projet et je me suis dit, mais pourquoi pas transformer ce rêve en projet et voir en réalité. Et c'est ainsi qu'est né ce projet de chatbot au sein de l'Académie. Oui. Donc vous vous êtes tourné vers Nasdi. Pourquoi Nasdi? Qu'est-ce qui vous a plu? Alors, tout d'abord, pour clarifier les choses, nous avons bien respecté le code de la commande publique. Nous avons mis en concurrence 3 prestataires dans le domaine. Alors, j'avouerai que Nasdi a retenu mon attention déjà parce qu'ils nous ont fait la proposition la moins disante financièrement. C'est à noter ça, Roland. Comme d'habitude. Et à côté de ça, j'ai été séduite par l'appétence de Monsieur Ratnan pour justement cette question de l'intelligence artificielle quand d'autres prestataires essayaient de me convaincre que je n'avais peut-être pas besoin de l'intelligence artificielle dans mon chatbot. Et enfin, le dernier élément qui, à mon sens, a été décisif, c'est qu'on a eu la promesse d'avoir un prototype à tester 1 mois après la réunion de lancement. Et on a déjà un peu donné l'information, cette promesse a été tenue. Et on a quand même été bluffés, parce que moi, quand la date est arrivée, je me suis dit, mais déjà? Et en fait, oui,
ils étaient au rendez-vous. Alors, mais qui a eu l'idée d'introduire l'IA? C'était vous? C'était Nasdi? Alors, j'avoue que personnellement, étant fascinée par la puissance de l'intelligence artificielle, j'ai lourdement insisté pour qu'on intègre l'intelligence artificielle. D'accord, vous étiez déjà au fait de ces capacités. Je suis une grande utilisatrice de ChatGPT, donc je me dis, mais pourquoi on développe un chatbot en 2024 et on ne s'embarque pas dans l'innovation? Voilà. Très bien. Comment s'est déroulé un petit peu le projet? Il y a des retours éventuels? Alors, moi, j'ai été particulièrement bluffée par la réactivité de Nasdi à travers le travail qu'a fourni Médric. Tout ce qu'ils ont promis, ils l'ont rendu dans les temps, très disponible par rapport à nous qui avons souvent des agendas très contraints où on a du mal à trouver des créneaux même d'une demi-heure. Médric s'est adapté à nos disponibilités. C'est vrai qu'on a pu avancer en un temps record, à mon sens. Très bien. Et donc, les premiers retours vous ont bluffé, c'est ça? Allez-y, exprimez-vous. Lâchez-vous sur le sujet. Enfin, quand je dis retour bluffé, c'est vrai que le timing, en fait, c'est pas que j'y croyais pas, mais c'est vrai que quand on a commencé la réflexion, bon, on y est toujours un petit peu, hein, j'ai envie de dire, parce qu'on est encore en test. Quand on a commencé la réflexion, qu'on nous a, que Médric et Roland nous ont un peu décrit la programmation et tout ça, on a arrêté une date et c'est vrai que voilà, enfin moi j'étais pas forcément, enfin j'attendais pas forcément après ce jour-là et quand on reçoit le mail, ça y est, on est prêt à vous faire une, voilà, on se dit ça y est et le prototype est prêt et surtout de voir ce qu'on peut y faire, quoi. C'est on n'est pas encore en phase de développement, on est juste en mode POC, c'est ça? C'est le POC, exactement. En mode POC, et on présente simplement avec une petite base de données ce qui est possible de faire. C'est vrai que ça nous laisse envisager plein de choses. Maintenant, voilà, il y a encore des questions. Bon, il y a plein de questions qui ont été posées là, que nous nous sommes posées, hein, en termes de sécurité, en termes de verrouillage de la base de données, etc., qui sont encore des questions qu'on se pose avec la DSI, avec la gouvernance, puisque c'est quand même eux qui prennent la décision finale. Donc voilà, donc on est encore dans ces questions-là, mais en tout cas, le résultat est très probant et très, comment on va dire, encourageant. Voilà. Alors, en tant que chef de projet, si vous avez retenu, à mon avis aussi, c'est grâce à la réactivité des personnes en interne. Parce que sans ça, des fois, ça peut être... Tu veux dire un petit mot? Non, mais je disais, en fait, un petit peu comme Valérie, c'est que de notre côté aussi, on a été assez bluffés. Parce que c'est une administration. Non, mais c'est la DACEP. Vous avez la crème de l'administration. C'est ça. J'étais relativement bluffé également de chaque fois l'équipe me disait oui, j'ai pris rendez-vous avec ce service-là, ce service-là. Mais là, tout le monde est venu, c'est horrible. Et donc, en fait, voilà, en face, il y avait vraiment en fait, des équipes en fait, qui répondaient en fait, à toutes les interrogations, que ça soit par mail, par téléphone, des personnes étaient prises en rendez-vous. Ça m'a, voilà, je me suis dit, ça arrive aussi dans le public. Non, mais je confirme ce qu'il dit parce que pour l'anecdote, Roland m'a contacté en me présentant ce projet et il me dit ouais, ça va démarrer là. Je lui fais comprendre, non mais bon, on est dans le public, quoi, ça va pas démarrer tout de suite. Ah ben on apprend des choses. Non mais tout ça pour dire effectivement, c'est qu'on a une image très souvent du public, mais on ne doit pas tout mettre dans le mettre tout le monde dans le même lot. Et on a été agréablement surpris en fait. Mais je crois que cette initiative, ce projet a créé une nouvelle dynamique parce que pour accompagner régulièrement les services, habituellement la machine est un peu plus longue à mettre en route. Et c'est vrai que leur parler de chatbot, pour certains, ils ne savaient même pas ce que c'était au début de la réunion. Le fait qu'on les intègre dans l'équipe projet, qu'on leur dise on a besoin de votre compétence, il faut que vous nous expliquiez, que vous participiez aux ateliers fonctionnels, j'avoue que même moi qui suis en interne, j'ai été agréablement surprise de voir que ça créait
ça créait un intérêt. Et je crois même que les métiers qui participent, ils sont fiers de participer à ce projet. En fait, on les a embarqués vraiment sur l'enjeu de la simplification de leurs tâches quotidiennes, quoi. Parce qu'il y a vraiment des tâches qui sont, j'ai envie de dire, à un moment donné, ils en ont marre, quoi, de répondre toujours aux mêmes questions, de répondre. Donc, ils ont senti là une opportunité et on leur a bien fait comprendre que c'était avec eux que ça pouvait fonctionner et pas sans eux. Donc, voilà. Donc, je pense qu'au moins pour le démarrage, on les a embarqués. J'espère que si on continue, on continuera de la même manière. C'est très intéressant. Donc voilà l'intérêt en interne d'un projet. Comment dire, ça relance une dynamique interne au sein des équipes. Ça recrée un engouement. Là où peut-être il y avait peut-être une lassitude, etc. La communication interne, la gestion de projet en interne crée une nouvelle dynamique. Et donc c'est là où c'est important aussi, à la fois lorsqu'on choisit, lorsqu'on se lance dans un projet informatique, peu importe un projet d'amélioration quelconque, il faut bien choisir son prestataire, mais il faut être conscient aussi que, en fait, il y a un projet à mener en interne et le prestataire étant externe ne peut pas forcément tout le temps créer cette dynamique-là au quotidien, créer l'engouement, créer l'intérêt, montrer les atouts de ce nouveau projet-là et susciter vraiment une nouvelle dynamique autour de ça. Ça crée un nouveau souffle en fait dans l'entreprise. Et je crois que pour le coup, là, le prestataire externe a été aussi un appui pour les consultants, parce que c'est vrai que jusqu'ici, elles accompagnaient avec leurs méthodes, avec leurs outils, avec leur concept, en fait. Et là, de ramener un prestataire, ça a aussi donné une autre dynamique. Un prestataire et qui parle le même langage que nous. Quelque part, ça appuie un peu ce qu'on essaie d'impulser dans nos services administratifs. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai quand même une question. C'est que je suis assez surpris que l'Académie Martinique se soit lancée dans un tel projet sans interroger l'administration centrale pour savoir si ça n'existait pas et que ça redescende. Déjà de un, ça c'est la première question. La deuxième question, c'est il part de l'idée, et je pense qu'elle arrivera, que tout se passe bien et que ça donne un résultat exceptionnel. Est-ce que c'est un concept qui va remonter à l'ensemble de l'Académie nationale ou pas? Ou ça restera dans le vase clos de l'Académie antique? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc nous sommes sur une réflexion sur un projet en local, donc c'est au niveau de l'Académie Martinique. Bien entendu, nous avons interrogé les instances nationales, tant sécurité que com, pour savoir dans quel périmètre, enfin dans quelle mesure nous pouvions partir sur ce type de projet, sachant que voilà, là on cherche à savoir ce que ça pourrait donner, et lorsqu'on aura quelque chose voilà, qu'on sera arrêté sur une décision ferme, là effectivement l'Académie de Martinique dépend d'une autorité nationale, donc forcément les choses, mais on a cette j'ai envie de dire, on a cette autonomie entre guillemets de pouvoir développer des choses en local. Donc maintenant, ça doit se faire dans une certaine réglementation, que ce soit au niveau des, surtout en termes de sécurité, parce que bon voilà, ce sont des choses, c'est du numérique, hein, donc on ne fait rien sans avoir pris ces précautions-là. Et puis, a priori non, quand on développe quelque chose en local, ça remonte pas au national comme ça. Faut être, dans notre type d'organisation, ce sont des académies dites académies de développement qui peuvent proposer ce type d'outils. Maintenant, on se parle entre académies. Je sais qu'il y en a une qui en a fait un, qui nous en a parlé un petit peu. Il l'a fait en local, c'est resté en local pour quelque chose de bien précis, hein, ils étaient sur une thématique bien précise. C'est pas quelque chose qui se déploie. Ça pourrait se déployer si à un moment donné, quelqu'un du ministère trouve que c'est intéressant et demande que ça soit déployé. Mais c'est pas quelque chose, c'est pas une démarche en fait, c'est pas la démarche de l'académie de développer et de faire remonter au niveau national. Ça pourrait, mais en tout cas c'est pas la démarche. C'est dommage parce que là vous aurez ouvert une porte permettant à l'ASDI de prendre une autre dimension. Écoutez, moi ce que je veux dire, moi je prends pas de, disons que je ne prends pas de pari sur cela. Maintenant, nous,
entre guillemets petit niveau, même si j'aime pas dire petit niveau, à notre niveau, on a eu cette idée-là parce que c'est dans l'air du temps, parce que je pense que on pouvait pas passer à côté de ce type de réflexion. Maintenant, il y a des décisionnaires qui prendront les décisions qui incombent. Et bien sûr, si, je veux dire, les prestataires avec qui on travaille, si on est là aujourd'hui, c'est bien parce que on est satisfait du travail qui, pour l'instant, nous a été montré, et que, bien entendu, on n'en dira que du bien, là où il faut. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire à ce niveau. Je note aussi une chose, il y a eu deux constats. Le premier constat, c'est que l'entreprise privée était surpris de voir la réactivité du personnel en interne, et que vous-même, qui êtes surpris de voir que l'entreprise privée était capable de respecter des délais. Donc, alors, pour tout vous dire, je viens du privé, hein, donc je sais comment ça fonctionne dans le privé. Donc je sais qu'on respecte les délais parce qu'il y a des enjeux importants. Maintenant, oui, parce que on était sur un sujet qui, l'IA, c'est vrai que ça reste un sujet quand même. D'autant qu'on était parti au départ sur quelque chose de bien figé, on fait notre arbre et tout ça, mais Armandé a insisté avec nos discussions, ben oui, on peut pas aller sur quelque chose comme ça si on va pas tester l'IA. Donc voilà, donc on s'est dit, il y aura peut-être mais maintenant, voilà, c'est tant mieux que cette réactivité existe. Bien, merci. Merci, Merci à vous. Merci au public.